Bon, je pense qu'on peut commencer. On a 1h30 devant nous. Alors, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Je suis donc Christophe Maurras. Voilà, certains d'entre vous me connaissent. Je suis en charge des projets événementiels et de la communication pour Seine-Ouest Entreprise. Voilà, et aujourd'hui, je vous fais cirer en tant qu'animateur de ce webinaire en compagnie, vous les voyez à l'image, d'Hervé Kabla, voilà, et de Sylvie Lashkar, que je présenterai tout à l'heure. Un petit mot juste pour rappeler un peu le rôle de Seine-Ouest Entreprise. Seine-Ouest Entreprise, c'est l'agence économique, votre agence économique locale sur Grand Paris Seine-Ouest. On fait régulièrement donc, des événements ou des webinars, voilà, puisqu'aujourd'hui, le temps est plutôt au webinar. Donc, sur diverses thématiques, hein, ça reste vraiment des problématiques de chef d'entreprise. Et en parallèle, évidemment, nos activités, on développe toute une offre de services à destination des dirigeants, petites ou grosses entreprises. Voilà, donc on sait évidemment les problématiques récurrentes, que ce soit l'aide au recrutement, la recherche de locaux immobiliers, de l'intelligence économique et aussi financement. Financement d'ailleurs qui en ce moment, d'en parler, voilà, qui est un peu le nerf de la guerre. On est parti avec Grand Paris Seine-Ouest. On a mis à disposition une enveloppe financière pour aider les entreprises à retrouver un peu de trésorerie. Voilà, donc si vous avez des questions à ce sujet, vous avez mon adresse mail, je peux être votre point de contact. Et ça fait partie évidemment de notre rôle d'aider les entreprises au quotidien. Donc aujourd'hui, si on est réunis, c'est pour parler donc de marketing digital, donc du digital à proprement parler, qui a pris une énorme dimension dans nos vies déjà il y a quelques années, et encore plus aujourd'hui, on va le voir. On a souhaité initier en milieu d'année un cycle sur la communication et le marketing digital. Donc aujourd'hui, on va traiter de la digital en général, de tout ce qu'on peut faire avec des médias sociaux, à travers des webinars, les outils de réseaux sociaux. Voilà, vous allez découvrir plein de choses, certaines que vous connaissez, puis d'autres, comment les utiliser à bon escient. Et on aura deux autres ateliers, un autre qui aura lieu le 15 octobre sur la communication de crise et un autre en décembre sur le référencement naturel, donc SEO, crucial évidemment, comment, et on rentrera dans les détails pour vous parler du SEO. Voilà, donc aujourd'hui, on va traiter du digital. Je suis en compagnie de deux experts, je l'ai mentionné tout à l'heure, Hervé Kabla, président de la société Elzeband, et également écrivain, voilà, il vous en parlera peut-être, voilà, et Sylvie Lashkar, qui travaille pour SAP, et qui à côté aussi, voilà, qui est carrément même autour, on peut dire freelance, hein, également, tu participes à pas mal d'événements pour promouvoir le social selling. Alors juste, vous avez eu la bio hein, déjà, mais je vais rappeler. Hervé, donc toi, tu as une entreprise à Boulogne-Billancourt, donc tu interviens sur tout ce qui est communication par rapport aux marques, comment créer une marque, comment la diffuser auprès d'une communauté. Et donc, comme je le disais, tu es co-auteur voilà, de livres, notamment avec ton acolyte Yann Gourvenec, sur plusieurs ouvrages, donc, type La communication digitale expliquée à mon boss ou le social selling expliqué à mon boss, avec qui tu as collaboré forcément, c'est Sylvie Lashkar. Sylvie Lashkar, comme je le disais, tu évolues donc depuis 30 ans donc dans des sociétés technologiques, et très bien ce domaine-là, et que ce soit dans le côté marketing, business développement. Et aujourd'hui, tu diriges le programme de social selling pour SAP. Voilà, et donc, comme je disais, tu fais pas mal de conférences à travers le monde pour parler du social selling. Voilà, juste en introduction, si vous ne pouvez pas parler, c'est normal. Hein. Je pense que peut-être que vous n'avez pas encore utilisé ou suffisamment utilisé le webinar. Par défaut, le webinar, ce n'est pas comme une visio, ouais, donc j'ai coupé le son. Enfin, on a coupé le son. Pour garder une certaine fluidité, on va vous laisser le soin de répondre, de poser des questions, excusez-moi, par écrit. Donc, vous avez le petit onglet questions-réponses qui est juste en bas à côté du chat. Donc, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez bien noter et écrire votre question. Donc, c'est Q&R, voilà. Et moi, je les aurai en direct en tant qu'animateur. Je recevrai au fil de l'eau vos questions, donc vous pouvez les poser à tout moment.
Et également, Hervé et Sylvie verront vos questions. Et on se donnera des temps d'arrêt durant l'heure qui vient pour répondre à chaud à vos questions. On prendra le temps de répondre à vos questions. Et si on a un peu de temps, on pourra vous donner la parole également. Vous pourrez actionner voilà, un bouton qui vous permet, en tout cas, prendre une question ou quelque chose. On pourra débattre de quelque chose par oral avec une personne que je choisirai en fonction de la pertinence de la question. Voilà. On peut commencer. Je crois on s'est dit pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, encore une fois. Et allons-y, c'est parti. Donc, je laisse la parole à Hervé et à Sylvie. Merci Christophe. Donc on y va, on va démarrer. Alors normalement, vous devriez voir une présentation apparaître sur votre écran. Voilà, donc le titre aujourd'hui, hein, c'est Covid-19, comment limiter la casse grâce au digital. Il s'agit d'une présentation qu'on a préparée sur mesure afin de partager un certain nombre de conseils, de points de vue, Sylvie et moi, sur la manière, dans cette période un petit peu difficile, bien de limiter les dégâts en utilisant tous les moyens à disposition basés sur des technologies de communication numérique. Alors, on va rapidement poser le contexte. Je pense qu'on est tous au courant. Il aurait fallu avoir hiberné pendant 6 mois pour ne pas être informé de ce qui se passe actuellement. On traverse une année de merde, disons-le franchement. 2020 restera comme une des années les plus difficiles pour les entreprises, pour moi depuis que j'ai commencé à travailler. Je pense que tous les facteurs qui peuvent détériorer la vie des entreprises et l'activité se sont combinés en une seule année. Je vais en donner quelques exemples. Le premier, c'est que depuis quelques semaines, quelques mois, on est habitué parfois à traverser des espaces urbains complètement vides, sans touristes, sans habitants, sans activité commerciale, sans salariés qui se déplacent dans les entreprises, parce que du fait de l'épidémie, eh bien, du fait de la réduction de la prise de risque, on est obligé de rester chez nous et de travailler à distance dans nos habitations principales, voire dans nos résidences secondaires, pour éviter justement cette mise en contact. Alors, travailler à distance, réduire l'activité, ça a bien entendu un impact gigantesque. Et pour les entreprises, il faut s'adapter. Alors, on peut s'adapter avec de l'humour. Je vous montre ici comment certaines grandes entreprises américaines ont réagi au tout début du confinement en adaptant leurs logos, enfin des logos détournés pour montrer quelles étaient les bonnes attitudes à prendre. Mais au-delà de ce trait d'humour, il faut bien comprendre que pour la majorité des entreprises, ces 6 derniers mois ont été des mois catastrophiques. Réduction de l'activité, chômage partiel, quand ce n'était pas parfois disparition pure et simple des entreprises du fait qu'il n'y a plus d'activité réelle et plus aucune perspective. À cela, pour les entreprises qui ont réussi à maintenir un semblant d'activité, l'introduction d'un nouveau mode de travail, alors qui n'est pas si nouveau que cela, puisqu'il y a des gens qui le pratiquaient depuis des années, mais enfin, on n'avait encore jamais expérimenté le télétravail à aussi grande échelle en gardant les enfants à la maison. Il faut bien comprendre que le télétravail, pour ceux qui le pratiquaient les années précédentes, c'était au cas par cas, dans des conditions correctes, seul, ou en tout cas avec une activité réduite à la maison. On s'est tous retrouvés enfermés avec 2, 3, 4, parfois 5 gosses qu'il fallait occuper, qui n'avaient pas tous un accès digital à leurs cours, un calvaire en termes de partage de bande passante. Voilà, je pense que vous avez tous traversé ces moments assez glorieux. Et puis on a tous découvert que le télétravail, c'est sympa en théorie, en pratique, ça peut devenir très difficile. Notamment parce que on n'a pas forcément les bons outils, on n'a pas forcément les bons réflexes, les modes de management sont directement impactés, et que pour beaucoup, le télétravail n'était finalement qu'une transposition de l'activité réelle à l'entreprise, donc une succession de réunions qu'on a fait basculer d'un mode physique à un mode téléphonique. Je suis certain qu'il y en a parmi vous qui doivent passer pratiquement la moitié de leur temps au téléphone ou en visioconf, ce qui est un vrai calvaire
convenons-en. On a même écrit un livre avec Sylvie et d'autres auteurs de la collection à mon boss qui s'appelle Le confinement à mon boss pour expliquer qu'est-ce que ça allait changer dans le comportement de tous les jours. Mais maintenant, au bout de 6 mois, bien, je dirais on est pratiquement tous habitués. Alors certains sont retournés dans les locaux, certains ont repris une activité à temps complet, d'autres sont 2 jours par semaine en télétravail, 3 jours en présentiel, d'autres sont 1 semaine dans les bureaux, 1 semaine à la maison. Bref, ce n'est pas encore complètement établi. Et donc, pour traverser ces périodes, eh bien, il va falloir s'adapter et prendre un certain nombre de mesures. Et ce sont ces mesures, ces directives, ces conseils qu'on va essayer de partager avec vous, Sylvie et moi, ce matin. Alors, ce sont des conseils pratiques. Il n'y a rien de purement théorique. Ce n'est pas un cours magistral. C'est simplement ce qui nous semble relever du bon sens pour maintenir un niveau d'activité correct durant les mois à venir, puisque il est peu probable qu'on ne trouve un vaccin avant quelques mois. Bien entendu, les conseils qu'on va donner ici sont des conseils un peu généraux, qui ensuite, au cas par cas, doivent s'adapter en fonction de l'activité de l'entreprise, en fonction de sa taille, en fonction de ses perspectives. On ne va pas réagir de la même manière selon qu'on est un acteur du tourisme ou un acteur de la distribution alimentaire. Alors, première catégorie de conseils qu'on va promulguer, le premier, c'est simplement communiquer, revenir à la base. Dans cette période agitée pour nous et pour nos clients, il ne faut pas l'oublier, nous sommes tous embarqués sur le même bateau, nos clients, nos fournisseurs, eh bien, il faut communiquer, il faut garder le contact. Ce contact physique qui a été cassé, il faut le maintenir en utilisant des outils de communication numérique. Et pour cela, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le site web, qui nous semble être à nouveau le canal fondamental sur lequel s'appuyer pour concevoir son dispositif de communication. C'est d'ailleurs dans ces moments-là, dans ces moments où l'activité est réduite ou est moins intense, qu'on doit songer à éventuellement le refaire ou le retravailler ou repenser les discours, les messages, carrément le reconstruire, parce que justement, il y a cette baisse d'activité qu'on peut combler par des projets transverses en interne, en mobilisant une partie des équipes. Alors, ça concerne aussi bien les entreprises en B2B qu'en B2C. Je fournis ici 2 exemples, donc Dacobello, que certains d'entre vous connaissent peut-être, hein, les cacahuètes et amandes et fruits secs, qu'on trouve dans toutes les bonnes grandes surfaces, ou bien un acteur de la santé, un distributeur de logiciels pour les cabinets de radiologie, qui s'appelle Biooptronics, qui a profité des premières semaines du confinement pour refaire son site, qui était un petit peu vieillissant, qui n'était pas tout à fait adapté à la cible qu'il visait, et qu'il a refait en quasiment 2 mois. Refaire un site web aujourd'hui, j'espère que vous le savez tous, ce n'est pas forcément un projet qui dure 2 ans, ça peut être un projet mené en quelques semaines, voire quelques mois. On utilise des technologies qui sont quasiment à disposition sur étagère, donc des CMS, Content Management System, comme WordPress ou comme Drupal, qui sont des outils open source qu'on configure, qu'on installe et qu'on habille à l'aide en se basant sur l'identité graphique et l'identité visuelle de l'entreprise. Donc ce sont des projets qu'on peut très bien mener dans la période actuelle où l'activité a été réduite et où on peut mobiliser une équipe en interne pour travailler sur la refonte du site. Pensez bien que souvent les entreprises, les agences de communication, agences qui conçoivent des sites web ou les free sur lesquels vous pouvez vous appuyer sont parfaitement habitués à travailler à distance. Et pour eux, le fait de fonctionner en entreprise étendue, à distance via des visioconf et du télétravail, n'est pas un problème. Concevoir un site web dans ce type dans ce contexte-là se fait relativement simplement. Deuxième conseil qu'on va vous prodiguer au-delà du site web, eh bien, c'est de basculer sur le format à la mode depuis le début du confinement. Je veux parler des webinaires.
Alors, Hervé, merci pour cette page. Alors, pourquoi on a mis cette page? Parce que, effectivement, dans mon entreprise, on a l'habitude de faire beaucoup de webinars en raison de l'internationalité de la société. D'une manière générale, c'est vrai que ça devient une contrainte. C'est une contrainte, mais en même temps, il faut le prendre comme une opportunité. Une opportunité parce que ça va vous permettre, puisqu'il n'y a plus de barrière géographique, d'étendre votre audience, de permettre à plus de gens d'assister justement à vos conférences et puis aussi d'avoir des gens qui ne seraient pas venus de toute façon, qui ne se seraient pas déplacés parce que finalement pour eux et pour vous par exemple ce matin, ça vous prend moins de temps d'assister à un webinar de votre bureau, il n'y a pas le temps de déplacement. Donc il faut vraiment prendre ça comme une opportunité. Question organisation, quelques petits conseils. Trouvez le bon jour, évitez le lundi ou le vendredi, faites ça soit tôt le matin, soit tard le soir, enfin selon les personnes auxquelles vous vous adressez, regardez quels sont les moments où ils ont le moins de contraintes. C'est pour ça que souvent, on choisit soit le mardi ou le jeudi, parce que le mercredi étant le jour des enfants, parfois, vous avez des parents qui s'occupent des enfants. Enfin voilà, donc essayez de trouver le meilleur jour pour faire ça. Adossez-vous à une page web. Donc, vous voyez là, nous, on s'adosse à une page web pour parler des webinaires SAP. Si vous avez un site web, c'est intéressant d'ajouter des pages où vous faites la promotion de vos webinaires. Communiquez aussi beaucoup sur tous les canaux possibles. Donc, utilisez les blogs, les réseaux sociaux, l'emailing qui marche encore très bien. Il ne faut pas oublier l'emailing. C'est aussi un bon outil, le téléphone, pour inviter les personnes ou appuyez-vous sur des associations comme celle avec laquelle on parle ce matin qui vont vous rassembler en fait les personnes qui vont assister à votre webinaire. Important aussi, c'est dans la communication dans le temps, c'est-à-dire vous invitez des personnes, remerciez-les quand elles se sont inscrites, faites des rappels réguliers quelques jours avant et la veille pour vous assurer de leur présence. Et puis, veillez à enregistrer ce que vous faites parce qu'ensuite, vous pouvez le publier sur votre site web ou sur d'autres chaînes et faire durer en fait tout ce que vous avez présenté le jour J dans le temps. Par exemple, nous en ce moment, on prévoit un gros summit en ligne avec toutes les PMI et ETI qui sont nos clients ou qui sont nos prospects. Et on va leur permettre d'interagir en direct avec un certain nombre d'experts, mais on va leur permettre d'accéder à cette plateforme pendant toute l'année. Donc ça, c'est un vrai avantage qui n'existe pas quand on est en présentiel. Voilà. Sur le format, sur le contenu, alors c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Il faut absolument imaginer qu'on ne parle pas à un écran, mais on parle à des personnes. Vous êtes là derrière votre écran. Donc l'idéal, c'est d'utiliser la vidéo si tout le monde a la bande passante. Moi, j'aimerais bien vous voir là en vidéo. Pour l'instant, je ne vous vois pas, mais en général, j'essaie de favoriser le fait de mettre tout le monde en vidéo. Ça rend les choses plus humaines. D'être interactif. Aujourd'hui, on ne veut pas en dire trop justement pour que vous puissiez poser des questions sur ce qu'on va vous présenter. Avoir des contenus plus courts, plus percutants et puis proposer aussi des supports auxquels vous pouvez accéder comme de la vidéo ou des infographies qui vont être en support de ce qu'on va vous présenter pendant le webinaire. Et puis, important aussi, analyser à la fin du webinaire ce que vous avez pensé du webinaire. Donc, Christophe, je ne sais pas si tu as préparé ça, mais rassembler les feedbacks en fin de session. On pourra faire une petite session peut-être de feedback sur ce que vous avez pensé de la session aujourd'hui. Et puis, avoir un maître de cérémonie. Donc, nous avons Christophe aujourd'hui qui va nous aider à animer ce webinaire. Et en termes de technologie, tu préconises quoi? Alors, en termes de technologie, voilà, on a Adobe Connect, on a Zoom, on a Google, on a Teams. Quand on a énormément de monde, comme c'est notre cas parfois, on a des technologies particulières avec un technicien dédié, qui sont des plateformes dédiées qui peuvent avoir une audience de 1000, 2000, 3000 personnes. Et là, il faut s'associer à des professionnels qui vont aussi gérer tout le processus du webinaire. Le petit conseil sur le webinaire d'expérience,
c'est tester avant, toujours le faire, hein, quel que soit le système qu'on utilise, tester votre micro, votre écran, les fonctions de partage. Ne passez pas en mode découverte pendant le webinar, ça s'en ressentira et vous risqueriez de perdre les participants. Moi, je suis un grand fan des webinars depuis un moment, on a fait avant le Covid. Ça a explosé depuis les 6 derniers mois, bien entendu, une offre assez importante, et beaucoup d'organismes finalement ont fait passer toute leur activité événementielle qui ne peut plus être organisée actuellement sur un mode webinar, aussi bien des entreprises que des associations. Je vous invite d'ailleurs à consulter le site de l'ADTM, l'association des directeurs marketing, qui organise son prochain événement en novembre sur un mode webinar à distance. Troisième volet, concernant la communication digitale, le fait de communiquer, eh bien, c'est d'utiliser ces moyens de communication, on ne peut plus dire modernes, parce que ça fait pratiquement 15 ans qu'ils sont installés dans le paysage, que sont les réseaux sociaux. On a passé l'époque de croissance exponentielle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce sont des plateformes qui sont stabilisées en termes d'audience. Il y a peu de nouveaux entrants, même si TikTok a fait son apparition il y a à peine 2 ans. C'est un réseau social qui reste limité quand même à une frange assez réduite de la population mondiale, plutôt un public jeune. Globalement, les grands réseaux sociaux que sont Facebook, auxquels je joins Insta, LinkedIn ou Twitter, ne laissent plus de place à de réels concurrents. Et je pense à vraiment réseaux sociaux mainstream sur lesquels on peut toucher des audiences relativement larges. N'oubliez pas donc les tailles de ces réseaux sociaux. 2 milliards d'utilisateurs pour Facebook, 700 millions d'utilisateurs pour LinkedIn. Des usages qui sont rentrés dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, il n'y a pas une conférence de presse qui se déroule sans passer par de la diffusion en live sur un flux Facebook ou sur un flux Twitter. Pratiquement toute entreprise aujourd'hui dispose d'au moins un canal de communication sur les réseaux sociaux. Le vrai problème, en réalité, ce n'est pas le fait de les utiliser, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et que peut-on en faire en période de crise comme celle qu'on traverse aujourd'hui. Moi, j'aurais tendance à dire que justement, cette période de crise offre de nombreuses opportunités pour repenser son dispositif de communication sur les réseaux sociaux. On peut déjà communiquer sur un mode rassurant pour expliquer à ces différentes communautés, à ces audiences, qu'il s'agisse de clients, de partenaires ou simplement de personnes qui s'intéressent à la marque, quels sont les enjeux actuels, quelles sont les nouvelles offres, comment l'entreprise s'adapte, comment elle vit, raconter son quotidien et faire découvrir à tous ceux qui s'intéressent à nous comment justement nous traversons cette période. Deuxième opportunité, c'est celle de faire redécouvrir notre offre, nos atouts, nos compétences. Du fait de ces 3 mois de confinement et de ce mode de travail à distance, nous sommes de plus en plus appelés à utiliser les outils de communication digitaux, que ce soit plateforme mobile ou sur les ordinateurs. Donc les usages des réseaux sociaux ont notablement cru ces derniers mois. Cette croissance qui a provoqué un développement de certaines audiences est une opportunité pour re-raconter nos histoires, reposer le cadre de nos compétences. Je vous donne ici l'exemple du dispositif de communication sur Instagram que nous avons mis en place à l'agence. Nous utilisons Instagram pour mettre en avant notre activité de veille sur les bonnes initiatives, les projets intéressants en termes de processus créatifs. L'idée étant, par ce biais, de montrer que nous avons une compétence accrue en termes de créativité, d'analyse de ces dispositifs. Donc, repenser vos usages de réseaux sociaux, c'est bien... Voilà, je me rends compte même qu'il y a une petite faute d'orthographe. C'est même le moment de repenser votre charte de communication éditoriale sur les réseaux sociaux. Vous avez du temps, passez-le à réfléchir, à repenser la manière de vous exprimer sur ces réseaux.
de réaffirmer vos engagements, de soutenir vos clients, de soutenir vos partenaires, bref, de prendre part à cette discussion mondiale qui ne s'est jamais arrêtée finalement depuis une dizaine d'années. Et là, je reste vraiment sur l'approche quasiment superficielle des réseaux sociaux. Je ne rentre pas dans les usages bien précis pour faire du support client ou pour développer sa notoriété ou pour faire de la publicité. Dites-vous bien que c'est un moment où, si vous ne l'avez pas déjà fait, il va falloir passer plus de temps à discuter, dialoguer et engager la discussion sur ces plateformes. Voilà, on vient au travers de ces 3 exemples, site web, webinar et réseaux sociaux, eh bien d'aborder les dispositifs classiques de communication. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent, Christophe? Alors, il y a une question effectivement sur l'interactivité de Jean-Yves Matz qui représente l'APEC. Alors, Jean-Yves, n'hésite pas à poser des questions si tu le souhaites ou d'autres personnes. On va poser la question pour le chat. Alors, j'ai ouvert le chat, effectivement. Là, je l'avais neutralisé pour l'instant. Mais si vous souhaitez effectivement interagir via le chat pour peut-être dire quelque chose ou ce que vous pensez, juste pour peut-être pas forcément des questions, vous pouvez le faire. Voilà, normalement, c'est bon. N'hésitez pas hein, à poser des questions, hein, c'est ouvert. Nous, on veut que ça soit le plus interactif possible, le plus vivant. Donc, allez-y. Vous voulez poser des questions. Je peux les voir en direct et je peux à tout moment interrompre et poser la question. Voilà. Donc, pour l'instant, pas de questions concrètes. Il n'y a pas de questions, eh bien, c'est que pour l'instant, je pense que c'est expliqué de manière assez claire. Alors, on va poursuivre avec Sylvie. On va aborder le deuxième volet donc, de notre webinaire qui est le développement. Alors, attendez, j'ai une question alors, par chat pour le coup. De Jean-Paul Guéroir. Alors, la question vient d'arriver. Sur les réseaux sociaux, que penser des applis du type Hootsuite, je pense. Monsieur, vous voulez dire Hootsuite peut-être? Hootsuite. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, il peut arriver qu'on utilise plusieurs canaux, plusieurs réseaux sociaux, ou qu'on soit plusieurs community managers à utiliser les mêmes canaux. Et donc, en termes bien d'harmonisation des usages, pour éviter qu'on publie 2 fois la même chose, ou pour éviter qu'on réponde à plusieurs reprises à la même personne qui s'adresse à nous, on a besoin d'utiliser des outils qui capitalisent, qui historicisent l'activité, hein, qui gardent un historique, pour que les community managers qui interviennent puissent retrouver les contenus. Ça permet également de préparer des publications à l'avance, de les planifier, bref, d'utiliser une espèce de surcouche par-dessus les réseaux sociaux eux-mêmes pour organiser l'animation et la production de contenu sur ces plateformes. Donc des outils comme Hootsuite servent essentiellement à structurer et à organiser la présence sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des outils de production de contenu en tant que tel. La production de contenu, l'élaboration des contenus, c'est une activité essentiellement éditoriale qui repose sur les épaules d'un community manager, d'un social media manager qui doit faire preuve à la fois de créativité, de dextérité, de capacité à trouver la bonne punchline et les bonnes illustrations, mais cela permet d'organiser, de retrouver ce qui a été publié il y a quelques jours, de retrouver qui a interagi, bref, d'avoir un outil de pilotage sur les réseaux sociaux. Néanmoins, ils ne sont pas fondamentalement nécessaires. On peut très bien, si on a une petite organisation qui démarre, travailler directement en utilisant la plateforme sur laquelle on souhaite communiquer. Alors, si je peux ajouter quelque chose, Hootsuite, c'est un outil qui est quand même assez simple. Ça évite, quand on n'a pas de community manager, par exemple, d'aller sur toutes les plateformes pour diffuser tous les messages. Ça permet d'avoir une seule plateforme où on intègre toutes les chaînes et on peut publier, programmer ces publications, comme tu l'as dit, mais surtout publier sur toutes les chaînes partant d'un seul outil. Donc ça permet aussi de gagner du temps et ça peut être utilisé très simplement. Il y a d'autres outils comme Sprinkler, par exemple. Nous, en interne, on utilise Sprinkler, qui est beaucoup plus compliqué que Hootsuite. Par-dessus les réseaux sociaux, en fait, c'est développer un écosystème de logiciels qui permettent de gérer à la fois la publication et l'animation,
mais également de disposer d'outils de reporting pour déterminer, par exemple, quel est le taux d'engagement, le niveau de visibilité des publications qui ont été réalisées, de faire des analyses. Souvent, on dispose d'un moteur de recherche sur les contenus. Tout dépend de la complexité de l'outil auquel on accède et puis du niveau de prix qu'on est prêt à consacrer à cette activité. Ça permet de pallier finalement au niveau de rusticité des interfaces des réseaux sociaux qui sont bien conçus, mais qui sont a priori bien conçus pour un usage quotidien personnel, pas forcément conçus pour un usage au sein d'une organisation dans laquelle on a besoin d'organiser et de piloter ces outils. Alors, je ne sais pas si tu vas l'aborder après, mais peut-être effectivement par rapport au nombre d'outils de réseaux sociaux, on peut peut-être déjà distinguer certains outils en fonction du secteur dans lequel on évolue, peut-être par rapport, si on fait la distinction entre B2C et B2B. J'imagine que certains réseaux sociaux, il y a beaucoup d'entreprises qui sont inscrites dans le B2B. J'imagine qu'on va privilégier plus certains outils que d'autres. Est-ce que c'est la vérité absolue ou pas? La règle générale, c'est de parler à notre public là où il se trouve. Donc si on est une entreprise B2B industrielle et qu'on veut parler à ses clients, il y a peu de chances qu'on arrive à faire passer le message sur un Snapchat ou un TikTok. Faut pas se leurrer. Nos clients, on va plutôt les trouver sur un LinkedIn. Mais il y a des cas où pour une entreprise, ça a du sens de communiquer à la fois sur LinkedIn et sur Facebook. Il y a des entreprises, on donne l'exemple dans la cosmétologie par exemple, où on peut s'adresser à la fois à un public professionnel, de partenaires, de fournisseurs, d'ingénieurs, de chimistes, etc., et un public de consommateurs intéressés par les nouveaux produits, l'image, que sais-je, enfin, tas de sujets. Donc on peut varier en fait les outils en fonction finalement des audiences qu'on cible et également des types de contenus qu'on veut diffuser. On sera beaucoup plus sur de la communication visuelle sur un Insta et beaucoup plus sur de la communication structurée et réfléchie sur du LinkedIn a priori. Bien que LinkedIn prenne une orientation de plus en plus Facebook ces temps-ci. Voilà. Alors après, j'ajouterais qu'on peut communiquer les mêmes messages sur différentes plateformes. Alors là, on a une différence de point de vue avec Sylvie. Ouais. Voilà. Sylvie est adepte de la communication de même message. Moi, je considère que le message doit être adapté à la plateforme. J'ai une règle très simple. Non, mais je suis d'accord. On peut communiquer le même fond avec une forme différente. La forme va arriver. J'ai un client qui a très bien résumé la chose en disant LinkedIn, c'est l'open space, Facebook, c'est la salle de classe et Twitter, c'est la rue. Twitter, c'est là? C'est la rue. Dans l'open space, on est censé avoir des discussions sérieuses. On peut de temps en temps parler un peu d'actualité, mais sans aborder les sujets qui fâchent. On ne va pas parler de religion, on ne va pas parler de politique, etc. C'est des codes. C'est des codes. C'est des codes de communication. Décodés à chaque fois. Sur Facebook, on va s'autoriser quelques écarts. Hein. C'est la salle de classe, on peut parler de sport, on peut balancer quelques blagues de temps en temps, voire dragouiller, c'est communément admis. Twitter, c'est la rue. Dans la rue, on peut trouver des choses magnifiques. Et puis de temps en temps, on tourne au coin de la rue et on tombe sur une bagarre et on se retrouve embarqué dans une bagarre sans comprendre pourquoi. On se prend un pain. C'est exactement ça sur Twitter. On peut communiquer, trouver des choses absolument magnifiques sur Twitter. Moi, je suis abonné à des fils Twitter qui proposent un exercice de maths différent par jour. Je trouve mon bonheur avec ça. Et puis parfois, je vais publier un tweet anodin qui va être mal interprété par un tweetos que je ne connais absolument pas, qui a simplement effectué une recherche à un moment donné sur un terme qui était présent sur mon tweet, et qui va me pourrir la vie pendant 24 heures. Et quand je dis pourrir la vie, ça peut aller relativement loin, puisqu'il y a des gens qui ont reçu des menaces de mort via Twitter. Ce qui est un peu moins fréquent sur Facebook et sur LinkedIn, il faut reconnaître. Il ne faut pas oublier aussi que même YouTube est en quelque sorte un réseau social et surtout un outil de communication merveilleux. Hein. La vidéo, la communication via des chaînes YouTube sont de plus en plus utilisées et la communication via l'image et surtout via les vidéos a beaucoup d'impact. Enfin, nous on l'utilise beaucoup en interne. Aujourd'hui, ça serait ne pas avoir de chaîne YouTube, par exemple.
c'est vraiment un point faible? Non, c'est pas forcément un point faible, ça dépend également de ce sur quoi on peut communiquer, la capacité à produire des contenus. Ouvrir une chaîne YouTube sur laquelle on va avoir deux malheureux contenus vidéo qui vont se battre pendant les 5 prochaines années, ça peut être un peu délicat. Puis YouTube a des concurrents, un concurrent notoire qui s'appelle Facebook, un autre qui s'appelle Twitter. Donc les réseaux sociaux se rejoignent dans leur capacité à stocker et pas uniquement à diffuser. Je peux très bien stocker de la vidéo sur Facebook. La vraie question, c'est à qui on veut diffuser, par quel biais, auprès de quelle audience. Diffuser un contenu vidéo sur Facebook, c'est d'abord s'intéresser à une communauté Facebook, quitte ensuite à repartager le contenu sur un site web en embarquant la vidéo via le code HTML approprié. Sur YouTube, on va toucher un public plus large puisqu'on bénéficiera d'entrée de jeu du référencement sur le moteur de recherche Google. Mais bien entendu, il va falloir travailler le référencement, donc utiliser les bons termes sur la description, le titre du contenu. La vidéo en tant que telle, finalement, c'est pas tant le support qui compte, c'est quel message que je veux délivrer, à quelle fréquence, sur quelle durée. Bref, ça se réfléchit, c'est pas juste un matin je me lève et je dis tiens, pourquoi pas faire une vidéo. Justement, il y a une question à propos Une question de Denis Laurent qui, lui, travaille Pifilm, qui est une entreprise de production de films, justement, alors, il est clair institutionnels, publicitaires. Il y a un certain nombre d'entreprises, notamment Brut, qui ont qui ont joué sur ce format vidéo court, un peu punchy, avec une quantité importante, qui adresse des sujets très variés et qui plaisent aux entreprises. Effectivement, de nombreuses entreprises s'adressent aujourd'hui aux agences pour dire moi j'aimerais avoir de la vidéo à la Brut. C'est bien, mais il faut bien penser qu'il y a une approche éditoriale derrière et que ça se produit pas en un claquement de doigts. La vidéo qui paraît spontanée n'est pas forcément spontanée. Elle est réfléchie. Et la vidéo purement spontanée, en général, elle rêve plus de la vidéo qu'on a prise pour filmer une intervention un peu musclée des forces de l'ordre, par exemple. La vidéo à la brute qui paraît un peu spontanée avec sa succession de plans et ses punchlines, elle est pensée, elle est réfléchie, elle est préparée. Alors ça ne demande pas un mois de préparation, hein. Mais si on veut en faire une trentaine, ça représente un certain travail, ce n'est pas gratuit. Après, ce n'est pas parce qu'on a la vidéo que les gens se précipitent vers elle pour la voir. Il va falloir la diffuser, la rendre visible. Et là, il faudra consacrer des moyens pour développer son audience. C'est un peu la question de Denis Laurent, justement, de la société Bifilm, qui produit beaucoup de films à destination de ses clients. Donc, c'est des clips, des films publicitaires ou institutionnels. Donc, lui, il a l'habitude, et c'est vrai que ça se fait de plus en plus, d'en rejoindre peut-être le social selling, de faire des vidéos d'entreprise, donc des vidéos très courtes, par exemple, sur des collaborateurs d'entreprise. On les voit avec ce qu'on appelle les employés advocacy, pour la marque employeur, sur des thèmes donc d'une minute ou plus. Et est-ce que lui, finalement, il se demande si aujourd'hui c'est un bon produit? Est-ce que c'est utile de communiquer ou est-ce qu'il y a de meilleurs médias? Alors tu parlais de Brut. Je pense à Brut, mais je Ouais. pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une période Covid et que rassembler du monde pour faire un tournage, c'est pas très simple actuellement. Que filmer les collaborateurs depuis chez eux, c'est pas non plus optimal. J'étais la semaine dernière avec un client qui se plaignait parce qu'il est passé par une boîte de prod qui a filmé donc des cas clients où les clients sont chez eux et le décor n'est pas optimal. Effectivement, il y a de la photo de famille, il y a des choses qui traînent dans le fond. Ça ne fait pas très sérieux quand on est une grosse boîte B2B. Donc, oui, le format est sympa, le format prend de l'ampleur. Le fait qu'on puisse rajouter du sous-titrage et donc lire la vidéo sans mettre le son, c'est un plus. Mais il ne faut pas oublier que la période actuelle ne favorise pas forcément la production de contenu de super qualité. Le temps avance. Je veux juste ajouter une chose. Là, on parle de communication institutionnelle, hein, on parle de communication d'entreprise.
Après, quand on est un collaborateur dans une entreprise, on peut aussi utiliser la vidéo pour promouvoir la marque de son entreprise. On va en parler après dans le social selling. D'accord. Ok. Sur la partie vidéo, ça permet aussi une certaine spontanéité et une certaine imperfection. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de cadré, parfait, quand on est un collaborateur et qu'on a envie de communiquer sur son entreprise. Nous, on a donné des outils en interne à tous nos collaborateurs pour faire des vidéos rapides, simples. On les a formés. On leur donne la possibilité d'avoir un micro, un pied, enfin voilà, de se filmer. Et justement, ça crée une certaine intimité justement avec leur audience, cette petite imperfection. Donc voilà, donc il y a aussi la possibilité de faire des choses un peu moins parfaites. Ça, peut-être que tu le développeras tout à l'heure dans le cadre du social selling ou comment on forme ses collaborateurs à être ambassadeurs de la marque. C'est quelque chose peut-être qu'il va aborder tout à l'heure. Question, je prends une dernière question, après on peut avancer. Franck Lacombe qui nous parle de alors une question très très pratique pour le coup. Doit-on adresser sa cible directement ou publier un contenu non commercial mais à forte valeur ajoutée en comptant sur le rebond que permettent les réseaux sociaux? Alors moi, j'aurais tendance à dire les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'on a besoin de contenu qui adresse la cible directement parce que c'est ce qui est d'abord attendu. Et puis on peut de temps en temps avoir du contenu qui a un fort rebond pour jouer sur le surplus de visibilité que va offrir ce contenu. Le summum en la matière, c'est la campagne de vidéo de Blendtec qui remonte à quelques années déjà, je crois que c'est 2007-2008. Blendtec, c'est une boîte qui fabrique des mixeurs en B2B, donc pas pour Madame Kebab, mais plutôt pour des entreprises, des chaînes d'hôtels ou de restauration, et qui a fait une campagne où ils mixaient n'importe quel produit sur YouTube. Et ils ont mixé un iPhone, ce qui a fait exploser le compteur des vues. Ils ont plus de 12 millions de vues sur l'iPhone, 15 millions sur l'iPad. Oui, ça amène du trafic. Mais eux, ils ont réussi à faire quelque chose d'intelligent où ils adressent à la fois leur cible en montrant que leurs mixeurs sont très solides et en fait du contenu à très forte valeur ajoutée. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue parce que le temps avance et qu'on a des choses encore à se raconter, puis on raccrochera d'ici quelques minutes sur les questions. Donc là, le deuxième point qu'on voulait aborder avec vous, c'est le fait de faire de développer l'activité commerciale avec vos clients actuels. Et pour cela, on vous propose de jouer la carte des communautés. Ouais, alors les communautés, de ce que j'observe actuellement, prennent un fort taux de réussite. Alors avant, quand on faisait du business avec nos clients, on les appelait ou on se prospectait, etc. Maintenant, on a tendance à les rassembler en communauté. Ça a un gros avantage parce que ça permet non seulement à ses clients de discuter entre eux, de partager des bonnes pratiques sur des thématiques particulières, et puis à vous, quand vous voulez rester en contact avec ces clients, justement à garder ce contact, à partager des thèmes de discussion, à créer aussi une certaine intimité avec ses clients, ce qui fait que quand vous proposez quelque chose ou vous les invitez à quelque chose, ils vont avoir plus tendance à venir parce qu'ils sont déjà en contact avec vous, ils ont déjà vu votre expertise, ils ont déjà vu, ils ont confiance en vous. Donc tout ça, ça se crée par le biais de communautés. Alors nous, chez SAP, on le fait par exemple par industrie ou alors par type de rôle. Par exemple, on va parler à des DRH ou on va parler à des directeurs informatiques. Là, on vous a mis une copie d'écran d'un outil que j'utilise dans une communauté qui s'est créée autour d'une personne que vous voyez là à gauche qui s'appelle Pierre-Philippe Cormeret, qui est banquier, mais qui anime beaucoup de conférences et qui travaille beaucoup sur l'aspect digital et transformation digitale. Et il rassemble énormément de monde. Là, dans cette communauté, il y a maintenant 300 ou 400 personnes. Et sur le côté, c'est un espèce de WhatsApp amélioré. Ça permet de créer des rubriques, ce qu'on appelle des catégories, donc par type de message qu'on a envie d'échanger. Alors au fur et à mesure, il l'échange. Par exemple, il s'est rendu compte qu'il y avait des geeks qui ont envie de partager des trucs de geek, donc il a créé un salon geek. Tous les matins, on peut se parler, c'est-à-dire si on se réveille et qu'on a un petit peu de temps, on peut se connecter, ça s'appelle le morning café, et on échange tous ensemble. Si on a un problème, il y a un groupe entraide, on pose nos questions, il y a toujours quelqu'un pour y répondre. Par exemple, j'ai besoin d'étendre la puissance de mon Wi-Fi, comment je fais? Enfin voilà, et cette communauté,
elle va permettre de créer suffisamment de liens pour ensuite que certaines personnes s'adressent à vous naturellement quand ils ont un besoin. Alors, vous avez des choses plus simples que Discord. Alors, Discord, pour la petite histoire, c'est un outil qui était surtout utilisé et qui est surtout utilisé par les gamers et par des audiences très jeunes. Donc, si par exemple, vous voulez adresser des audiences qui sont un peu plus jeunes, Discord est un très bon support pour adresser ces communautés-là. Mais vous pouvez aussi utiliser WhatsApp. Par exemple, sur WhatsApp, on a créé une communauté avec tous les participants à un événement qui est un événement marketing international. Et tous les participants, présentateurs comme auditeurs, se sont inscrits dans ce groupe WhatsApp et continuent à communiquer toute l'année sur des thématiques qui tournent autour du marketing digital. Sur LinkedIn, vous avez aussi des groupes qui sont un peu moins actifs en ce moment. C'est parfois difficile d'avoir des conversations sur LinkedIn, mais il est quand même bon de mentionner que vous pouvez toucher toute une communauté sur ces groupes LinkedIn. Alors, justement, Sylvie, on voit bien l'utilité, notamment, j'imagine toi, au sein d'une grosse entreprise, notamment quand on travaille avec beaucoup de sous-traitants ou des filiales de ce type d'outils. Est-ce que pour une TPE, PME, ça peut être intéressant d'utiliser cet outil avec ses clients, Ah bah là, fournisseurs? ce dont je parle, c'est coup, oui. externe. Hein. Oui, bien sûr. D'accord. Toutes les personnes qui sont là dans Discord ne travaillent pas du tout dans la même société. On est tous dans des univers différents. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a des petites sociétés, il y a des grosses sociétés, il y a des gens qui sont dans des rôles très divers et variés, mais tous réunis autour du digital, donc autour d'une thématique particulière. Moi, j'encourage aussi les gens chez nous sur une industrie particulière à créer des communautés comme ça, des communautés de clients, de proposer à leurs clients d'inviter aussi des gens, parce qu'il y a la force de la hiérarchie. Un membre va inviter d'autres membres, donc on peut créer des concours, on peut créer, on peut laisser vraiment la place à l'imagination dans ces communautés. Alors évidemment, ça demande un petit peu d'investissement et de temps. Une personne peut-être? En réalité, ce n'est pas tant la taille de l'entreprise ou l'activité, c'est une certaine capacité à laisser faire, à lâcher prise. Si on crée une communauté, si on crée un forum, les forums existent depuis, je ne dirais pas que c'est vieux comme le monde, mais depuis qu'Internet existe, les forums existent, grosso modo, et on existait même avant pour ceux qui ont connu Minitel. Les Yahoo Group. Un forum de discussion, c'est extrêmement efficace parce qu'il y a de l'entraide. Il y a des gens qui posent des questions, qui attendent des réponses. On est sur ce que le web peut proposer de meilleur et de les intéresser d'une certaine manière. La vraie question, c'est ensuite comment on autorise la prise de parole. Et sur des supports comme LinkedIn, par exemple, c'est un peu n'importe quoi, puisque n'importe qui peut prendre la parole. Et finalement, les groupes LinkedIn se sont transformés en une espèce de groupe d'autopromotion personnelle qui n'ont plus aucun intérêt. Quand vous êtes sur un groupe qui s'appelle Marketing sur LinkedIn, vous vous retrouvez avec 1,5 million de personnes qui vont tous faire la promotion de truc. Personne n'a de la bonne passante pour écouter 1,5 million de publications. Donc il faut plutôt privilégier de petits groupes, et c'est dans ce sens où je pense que petite ou grosse entreprise, peu importe, c'est la taille de la communauté qui importe. 100, 200, 400 personnes, c'est un grand maximum. Et si vous avez des communautés plus larges, à ce moment-là, il faut les fragmenter. Moi, je me souviens avoir fait partie de la communauté Waze au tout début, quand Waze démarrait, ils ont créé une communauté des super utilisateurs, les gens qui sont sauvés la cartographie de Waze. Eh bien, la communauté a été fragmentée comment? Par pays. Il aurait été extrêmement inefficace d'avoir une seule communauté avec des gens qui s'expriment en français, en anglais, en italien, en allemand, alors qu'une communauté par pays permettait de rationaliser tout ça et de mettre de la cohérence. Donc, taille de la communauté, cohérence, lâcher prise, et laisser finalement les experts s'exprimer. Parce que les experts, finalement, sont les meilleurs ambassadeurs de votre marque ou de vos compétences. Et ils peuvent être aussi bien des experts internes que des experts externes. Ça peut être de très bons clients qui vont faire la promotion. Donc cette carte des communautés, finalement, elle va permettre de réassurer les clients ou les prospects à venir au travers de ces espaces de discussion. Et puis, il y a une deuxième manière qu'on vous propose pour faire une sorte d'effet de levier sur les clients existants, c'est de mettre en place le social selling. Alors là, justement, on se base sur tout le savoir-faire des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on permet
aux collaborateurs d'être les avocats de leur marque sur les réseaux sociaux. Donc, pour ça, il faut faire très attention à, d'une part, bien former les collaborateurs, parce que c'est parfois pas évident pour tout le monde. Les jeunes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux ne sont pas forcément capables d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient dans leur milieu professionnel. Donc, il ne faut pas négliger aussi de former les jeunes. Et les personnes plus âgées qui vont dire « Oh là là, je ne sais pas utiliser les réseaux sociaux », eux, ils ont une telle expertise que ce serait dommage qu'ils n'apprennent pas à utiliser les réseaux sociaux. Donc, en fait, tout le monde a intérêt à s'y mettre. Ce qui est important aussi, c'est de voir que l'utilisation des réseaux sociaux par les collaborateurs doit être faite sur la base des objectifs qu'ils ont à atteindre. C'est-à-dire on n'est pas là pour utiliser les réseaux sociaux pour les réseaux sociaux, mais il y a une vraie stratégie sociale à mettre en place par rapport à la stratégie business ou aux objectifs qu'on a au départ. Donc il faut que ce soit bien clair et il faut prendre le temps de réfléchir à ça. Ensuite, pour moi, dans cette stratégie sociale, il y a 4 grands piliers. Il y a d'abord la partie branding, c'est-à-dire la partie de qui je suis personnellement et professionnellement, moi en tant qu'individu. Et si quelqu'un vient voir sur mon profil, parce que je lui parle qui je suis, il faut que ce soit bien clair, de bien comprendre quelles sont mes intentions, mes ambitions, ce que je veux obtenir, d'une manière qui est authentique, pas trop commerciale, parce que le but là n'est pas d'être commercial, mais d'être factuel, et de bien refléter ce qu'on veut obtenir. Ensuite, il y a la partie, on a parlé beaucoup d'audience, à qui on veut parler. Si on parle sur les réseaux sociaux et qu'on n'a pas le bon réseau devant soi, c'est comme parler dans une salle vide, ça ne sert à rien. Donc, il faut regarder où est son réseau par rapport à, encore une fois, ses objectifs, à qui on veut parler, et de travailler son réseau pour avoir les bonnes personnes face à soi. Il y a une chose aussi dont on parle très peu, parce qu'on nous parle beaucoup de « oui, il faut que je communique sur les réseaux, il faut que je parle », mais on parle très peu de l'écoute. Or, quand on veut faire du business, il faut quand même savoir ce que nos clients racontent, ce que notre marché, ce dont notre marché a besoin. Donc, il faut aussi utiliser les réseaux sociaux pour l'écoute. Tu parlais de Twitter tout à l'heure. Twitter est un très bon réseau pour écouter le marché, pour écouter son audience et pour pouvoir rebondir sur ces informations pour ensuite se connecter avec son audience. Et en fin de chaîne, il y a justement cette partie partage de contenu qui va être un partage, soit un partage de contenu via des posts ou des tweets, donc qui va être public, et puis une partie partage de contenu qui va être, elle, plus directe vis-à-vis de personnes bien déterminées, où on va aussi commencer des conversations. Parce qu'en fait, que le partage de contenu, je préfère parler de création de conversation. C'est beaucoup plus intéressant parce qu'on peut partager du contenu et puis personne ne réagit, ou on peut partager du contenu en espérant créer une conversation avec son audience, poser des questions, avoir des personnes qui réagissent, et c'est ça qui est intéressant. L'intérêt aussi du social selling, c'est de créer un lien permanent. En ce moment, on ne se voit plus. Comme on l'a dit, on se téléphone, mais quand on raccroche, on n'est plus en contact avec son audience. Les réseaux sociaux permettent de garder ce contact pratiquement permanent, si on le fait bien. Donc, c'est vraiment intéressant, surtout en ce moment, de bien garder un lien régulier et d'utiliser ce véhicule et d'aider ses collaborateurs à utiliser ce véhicule. Ça démultiplie la parole au sein de l'entreprise. Et puis, cerise sur le gâteau, lorsque les collaborateurs sont à distance ou en nouvelles activités, c'est le moment de mettre en place des programmes de formation et pourquoi pas les former au social selling. Première couche, voire une deuxième couche, s'ils ont eu du mal à vraiment démarrer. Il y a pas mal d'organismes de formation qui existent pour cela. Elsenbang fait partie de ces organismes. Sylvie intervient également dans le cadre de ces formations où on forme essentiellement les forces de vente et les équipes marketing, mais également d'autres collaborateurs à participer à cette démarche de social selling. Oui. Moi, en interne, j'ai formé les gens du légal, j'ai formé des gens de la RH, parce que ce sont des RH qui parlent à d'autres RH qui peuvent être nos clients. Donc, c'est aussi intéressant de former d'autres personnes dans l'entreprise. Voilà, on arrive au terme de cette deuxième partie sur développer l'activité avec les clients. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions ?
Oui, alors une question enfin, via chat, c'était effectivement la traduction de social selling. Alors, comme son nom l'indique, la social donc, fait appel aux réseaux sociaux et selling, donc c'est vendre. Alors, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas trop ce qu'il y a derrière enfin, sous le capot, peut-être Sylvie rappeler vraiment l'idée, comment a émergé le social selling, peut-être par rapport aussi au fait que les réseaux sociaux ont pris, les consommateurs via les réseaux sociaux ont pris le pouvoir et qu'aujourd'hui ils s'informent de plus en plus sur des caractéristiques de produits, de services. Et c'est tout l'art de l'ensemble des collaborateurs, sans doute, de pouvoir pousser du contenu pour déjà informer ses consommateurs. Et donc, voilà, c'est une expertise effectivement qui se travaille en interne. Et quel type de collaborateur pourrait effectivement euh, être formé. Est-ce que c'est tous les collaborateurs? Des fois, même c'est la direction, des fois qui sont, c'est même la direction, des fois qui pourrait pousser du contenu. C'est pas forcément le community manager, la direction marketing. Comme. Alors surtout, le social selling, ça n'est pas pousser du contenu. Le partage de contenu est une des composantes, mais ça n'est pas la seule et c'est surtout la dernière à mettre en place, c'est ce que je viens de raconter. Le social selling, c'est vraiment l'utilisation des réseaux sociaux pour faire du business par des individus. Hein. On ne parle plus de communication d'entreprise, là, on parle de chacun dans l'entreprise qui peut être le représentant de son entreprise. Donc, c'est une manière d'être plus performant. C'est un autre véhicule. C'est comme si je vous dis, je dois aller de Paris à Nice. J'ai plusieurs moyens. J'ai le train, j'ai le vélo, j'ai l'avion, j'ai le bateau. Qu'est-ce que je choisis en fonction de mes objectifs? Si je suis pressée, je vais prendre l'avion. Si j'ai envie de faire du sport, je vais prendre le vélo. Donc, tout dépend de son objectif. Là, c'est pareil. Quand vous voulez faire du business, vous avez plusieurs moyens de le faire. Vous avez le téléphone, vous avez l'email, vous avez les réseaux sociaux. Donc, et vous pouvez coupler les trois ou en utiliser un seul. Tout dépend de ce que vous voulez obtenir. Au départ, le social selling était fait uniquement, enfin au départ, surtout pour les commerciaux, pour leur donner un outil supplémentaire. Mais les commerciaux, ce qu'on leur demande, c'est de bien connaître leur marché, c'est d'arriver au bon moment pour parler à leurs clients. Donc, le fait de s'informer et d'écouter sur les réseaux sociaux ce qui se passe, de suivre leurs différentes cibles, pour les contacter à un moment où justement ils en ont besoin parce que par exemple ils ont appris qu'une société en rachetait une autre ou qu'une société a du mal à communiquer par vidéo. Donc voilà, c'est le moment justement de leur proposer une offre de production de vidéos. Donc ça permet d'avoir plus de proximité. Le partage de contenu, c'est une des composantes qui permet d'être visible, qui permet d'être visible. Mais les commerciaux, ce qu'ils vont faire, par exemple, c'est qu'ils vont avoir beaucoup plus d'interactions avec chacun de leurs clients, avec des messages. Ils vont intervenir dans les messages de leurs cibles pour poser des questions, pour créer la relation. C'est vraiment au départ un outil de création de relations. Après, le partage de contenu va permettre d'asseoir une expertise, de se rendre visible, de présenter l'humain. La partie selling est un très mauvais mot dans le social selling parce que justement, on ne vend pas quand on fait du social selling. On crée de la relation, on montre son expertise, on donne envie à des prospects de justement continuer à discuter avec vous et à vous rapprocher de vous parce que vous avez l'air compétent et parce qu'ils vont créer un lien humain avec vous. Il ne faut vraiment pas oublier l'humain. Je propose La nuance est intéressante. qu'on poursuive. Troisième volet de notre webinaire ce matin, c'est le fait d'aller chercher de nouveaux clients. Et pour chercher de nouveaux clients, on va proposer de travailler sur quelques axes. Le premier, c'est travailler le SEO. SEO, Search Engine Optimization, un terme barbare en anglais qui signifie simplement que vous avez optimisé les contenus de votre site web et la structuration de votre site web de manière à ce que ces contenus, les pages de votre site web apparaissent mieux classés lors de recherche Google. Alors attention, être bien classé, c'est pas apparaître en premier quand on cherche le nom de l'entreprise. Ça, je dirais, c'est le minimum. Hein. Que vous soyez en tête des résultats parce qu'on a tapé le nom de votre boîte, heureusement.
heureusement. Mais c'est pas ça. Être bien classé, être bien référencé, c'est surtout apparaître lorsque les gens ne vous cherchent pas et cherchent simplement des entreprises qui agissent dans votre domaine. Donc c'est lorsque on saisit dans Google des termes qui ont trait à votre activité, des mots-clés, des phrases, des questions, et qu'on apparaît bien classé. Bien classé, ça veut dire dans la première page Google, c'est-à-dire dans les 10 premiers résultats. Au-delà de la première page, considérez que le trafic est négligeable, voire inexistant. Alors comment ça se travaille le SEO? C'est pas une science exacte, c'est une science assez occulte, dont les règles malheureusement ne sont pas publiques, puisque Google fait tout pour rendre la boîte le plus opaque possible, de manière à ne pas être manipulé. Car rappelez-vous, il y a quelques années encore, lorsque Google était relativement transparent sur ses algorithmes, il y avait toujours des petits malins qui trouvaient moyen de contourner justement ces règles pour référencer des contenus plus ou moins édifiants sur des requêtes particulières. Donc Google a rendu ces techniques opaques et en fait dit quelque chose de relativement simple. Si vous voulez apparaître bien classé dans une recherche, fournissez du contenu utile aux utilisateurs. Et donc du contenu utile aux utilisateurs, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord du contenu qui est lisible. Du contenu lisible, ça veut dire un contenu qui s'affiche correctement sur un portable, d'où cette approche de responsive design que doivent respecter les sites web s'ils veulent que leur contenu soit bien référencé depuis des requêtes sur un portable. C'est avoir des chartes graphiques qui rendent les contenus visibles. Donc si vous écrivez en jaune sur fond blanc, ne vous attendez pas à être très bien référencé. C'est avoir des contenus dont la taille est correcte, donc ni trop court, parce que Google et ses algorithmes sont suffisamment malins pour se dire un contenu très court, finalement, ne va pas apporter une information importante, ni trop long, parce qu'un contenu très long, en général, l'internaute ne le lit pas. Il va le zapper, il va le parcourir très rapidement. Et du fait qu'on a tous installé un jour un Google Analytics, donc un outil d'analyse des visites mis à disposition par Google, bien Google sait très bien quel est le comportement des utilisateurs sur les pages de nos sites web. Et donc il sait déterminer si une page qu'on a mise en ligne est une page que les utilisateurs parcourent de manière très rapide sans réellement lire. Donc un bon contenu, c'est un contenu qui fait entre 300 et 500 mots, qui apporte réellement de l'information, où on ne fait pas forcément des répétitions de mots-clés, et où en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on répond à une question que se pose un internaute. Car pourquoi allons-nous sur Google un matin ou un après-midi? C'est parce qu'à un moment donné, on se pose une question, il y a quelque chose, une information qui nous manque, et on va demander à Google de répondre à cette question. Et beaucoup de gens, aujourd'hui par exemple, commencent leur recherche Google avec un terme comme comment, où, pourquoi. Il y a un truc très simple si vous voulez améliorer votre SEO. Produisez des articles sur un blog hébergé sur votre site web où vous répondez à ces questions en reprenant le libellé de la question. Je vous donne ici l'exemple du site de Biooptronics que je citais tout à l'heure. C'est juste une vue du back-office. Vous voyez le premier article, comment il s'appelle? Comment gérer les remplacements en centre de radiologie. Un vrai sujet dans le centre de radiologie, lorsque vous avez une période de Covid, beaucoup d'absences, comment on fait pour gérer les remplacements? Bien entendu, il n'y a pas des millions d'utilisateurs qui vont se poser cette question-là, mais la cible de Biooptronics, c'est-à-dire les responsables, les gens de cabinets de radiologie qui pourraient se poser la question, s'ils jamais posent la question à Google, et s'ils cherchent un logiciel qui répond à cette question, eh bien, ils tomberont assez rapidement sur le contenu proposé par ce site. Faire un contenu utile aux utilisateurs, c'est un contenu qui respecte un certain nombre de règles, les règles traditionnelles du SEO, donc la structuration avec des types de chapitres, des sous-chapitres, etc. Bref, c'est un vrai travail et on peut profiter de la période actuelle pour mener ce type de travail. Donc là, ça va vous permettre de générer un flux entrant de nouvelles visites, de gens qui ne vous connaissent pas. Et si vous avez bien conçu votre site web, CF, ce qu'on a dit au tout début, vous avez probablement mis en place un mécanisme, un formulaire qui va permettre de capter les informations de vos visiteurs. Deuxième volet sur aller chercher de nouveaux clients, c'est prospecter différemment, par exemple en utilisant LinkedIn, en utilisant le moteur de recherche dans une démarche de social selling. Donc on vous donne ici l'exemple d'une requête très simple. Si vous avez une activité qui intéresse des directions marketing, faites une requête dans laquelle vous avez indiqué direction marketing dans un secteur déterminé. Ici on a indiqué santé, forme et bien-être.
sur une région bien déterminée, Paris et périphérie, et vous voyez le nombre de résultats qui s'affiche ici, 1000 résultats. Sachez, enfin, imaginez, considérez que LinkedIn est en fait une base de CV. C'est un peu moins de 20 millions de CV en France, donc ça représente une bonne partie de la population active, qui est constamment mise à jour, et qui est mise à jour par les utilisateurs eux-mêmes, qui vont renseigner, alimenter au fil de leur évolution de carrière, avec les contenus qui paraissent les plus intéressants, donc quels postes ils ont tenus, qu'est-ce qu'ils ont effectué, où ils ont travaillé, quels sont leurs collègues. Et donc cette base de CV, si vous savez l'exploiter en tant que recruteur, vous savez aussi probablement l'exploiter si vous êtes un commercial un peu affûté. Et c'est cela ce qu'on propose de faire dans le cadre d'une démarche de social selling. Il ne s'agit pas de vendre, mais il s'agit de repérer les bons contacts. Et donc, de récupérer les bonnes informations, par exemple, de commencer par ceux qui s'expriment le plus, là, sur LinkedIn, de regarder ce qu'ils racontent, d'attirer l'attention en rentrant dans leur conversation. Ils partagent des contenus où ils ont... et donc, on peut déjà poser des questions, interagir, faire des commentaires, surtout faire des commentaires plus que le like, parce que le like, en fait, n'apporte pas de valeur. Hein. Je ne sais plus qui parlait de valeur, je crois que c'est Denis ou Jean-Yves qui parlait de valeur tout à l'heure. Hein, le commentaire apporte de la valeur. Poser une question, ça crée un lien. Hein, on rencontre une personne, donc on la rencontre online et puis on commence à discuter avec elle. Et puis petit à petit, on voit si cette personne peut être un bon prospect pour continuer une conversation qui sera un peu plus business sur ce que vous avez envie de proposer et de voir si elle en a besoin. Quand vous allez commencer à interagir avec ces personnes à un moment donné vont voir qui vous êtes et vont venir sur votre page pour avoir plus d'informations sur vous. C'est là où votre page de profil qui vous définit doit être prête, hein, et être prête avec les bonnes informations. Pensez à ça comme à une vitrine. Hein. C'est comme si vous vous mettiez en vitrine. Il faut donner envie aux gens de rentrer dans le magasin. Donc, il faut que dans la vitrine, il y ait tout ce qui est intéressant. Donc, vous pouvez partager des contenus, vous pouvez partager des présentations, vous avez la possibilité d'ajouter des vidéos, des présentations PowerPoint, des graphiques, enfin, tout ce qui peut aider aux personnes à se servir toutes seules finalement sur l'étagère de votre profil. Donc ça, c'est important. Et puis de faire toute cette écoute, parce que vous avez aussi les pages entreprises qui vous permettent d'avoir des renseignements. Je propose qu'on fasse un petit break avant de poursuivre sur le développement de la notoriété de la marque. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions, Christophe? Juste, moi, j'avais une question par rapport justement à LinkedIn. Quand tu contactes la personne ou les personnes, tu te mets en contact, elle accepte ton invitation. Il y a toujours la difficulté du contenu, c'est-à-dire certes, évidemment bien soigner son profil. Comment tu vas pouvoir interagir avec la personne tout en n'ayant pas forcément un message convenu ou trop agressif, trop commercial. Ouais, c'est une très bonne question, Christophe, sur la partie pratique. Ouais. Personnalisation. C'est-à-dire que faire du social selling, c'est pas faire du télémarketing. Hein. C'est important d'avoir un message qui s'adresse à une personne et qui s'adresse à cette personne-là et qu'elle se reconnaisse dans la conversation. Donc, si on intervient dans un de ces postes, on va intervenir sur son sujet. Hein. C'est un peu comme quand si vous avez des adolescents à la maison, si vous leur parlez de uniquement ce qui vous intéresse, ils ne vont pas vous écouter. Si vous allez les voir dans leur chambre et que vous leur parlez du dernier blogueur dont ils regardent toutes les vidéos, la communication va démarrer. Donc les clients, c'est pareil, hein, ce sont vos adolescents. Il faut aller sur leur territoire et sur ce qui les intéresse eux. Donc déjà, ça va créer la relation. Ensuite, l'écoute, elle est importante parce que ça va vous permettre, et là, c'est vrai que je parle un peu plus de B2B que de B2C, mais ça va permettre de comprendre qu'à un moment donné, par exemple, vous allez lire un blog, vous allez lire un article de journal dans lequel une entreprise et une personne est citée et parle d'une problématique que son entreprise veut réaliser. Et il se trouve que votre offre peut résoudre cette problématique. Donc, vous allez écrire à cette personne via le réseau social en disant, voilà, je vous ai entendu dans cette conférence parler de tel sujet. Peut-être je peux vous accompagner. Est-ce que ça vous intéresse? Il ne faut pas en dire trop.
Et il faut toujours se positionner par rapport vraiment aux besoins du prospect et aux informations que vous allez glaner sur ce prospect. Plus vous allez personnaliser, plus vous avez de chances qu'on vous réponde et que ça ait de l'impact. Et surtout que ça soit pertinent. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on contacte, a priori, on contacte des contacts de niveau 2, pas des contacts de niveau 3. Les contacts de niveau 3 n'ont jamais entendu parler de vous. Donc, si vous vous adressez à eux, c'est du spam, ni plus ni moins. Les contacts de niveau 2, en général, vous avez une information de LinkedIn qui vous indique quels sont les intermédiaires, quelles connaissances vous avez en commun. Et moi, j'ai tendance à privilégier d'abord une première prise de contact accompagnée. Un déjeuner, un café avec la personne qu'on connaît en commun. Ça permet de faire une introduction sympa dans un cadre je dirais humain et pas forcément désinformatisé. Alors, bien entendu, en période de Covid, en période de distanciation, c'est peut-être parfois un peu plus difficile, mais c'est quand même l'approche qu'il faut privilégier. Si LinkedIn vous permet de connaître les contacts de vos contacts, c'est pas forcément pour leur polluer la journée, surtout s'ils sont directeurs marketing ou de la relation client dans des grands groupes et qui voient passer des dizaines et des dizaines d'interlocuteurs et de fournisseurs qui veulent leur prendre un peu de leur temps. Alors sur LinkedIn, vous pouvez demander à vos contacts de niveau 1 de vous présenter à vos contacts de niveau 2. En général, si quelqu'un que vous connaissez bien vous propose d'interagir avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne lui refusez pas cette opportunité. Donc c'est souvent aussi un bon moyen. C'est là où le réseau social prend toute sa signification de réseau. Et puis la dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est que je ne recommande vraiment pas de demander comme contact quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un avec lequel on n'a jamais eu d'interaction. C'est comme si vous descendez dans la rue et vous prenez quelqu'un au hasard dans la rue et vous lui dites « Tenez, voilà ma carte de visite, pouvez-vous me donner la vôtre ?» Ça n'a pas de sens. On fait venir dans son réseau quelqu'un avec lequel on a déjà eu des interactions ou avec lequel on a déjà discuté. Et là, ça prend du sens. Et même si, par exemple, on partagerait avec une personne des centres d'intérêt ou Même si très proches, même ça. C'est pas parce que je suis un supporter de PSG que je vais rentrer en contact avec tous les supporters de PSG. D'accord. C'est du spam. Et les gens qui font de la collectionnite de contacts, à un moment donné, ça dévalorise complètement leur réseau. Et donc, leur propre contact réel ne s'appuie plus sur leur réseau. Il faut privilégier la qualité, pas la quantité. Allez, Alors, j'ai juste une question là. Ouais. Quel est l'intérêt concret d'être premium sur LinkedIn? Alors, je ne sais pas si ça répond. Alors, Parce qu'il y a plein d'intérêts. L'intérêt concret, c'est d'abord de pouvoir envoyer quelques emails de temps en temps, parce que ce que je vous indique, c'est des règles générales, mais de temps en temps, on a besoin d'adresser un email, de prendre un contact. Pas forcément pour proposer une offre, mais pour demander un conseil ou prendre un contact. Il y a une information et là, on inverse le type de relation. Ça permet de savoir qui a visité votre profil, qui s'est rendu compte de votre profil. Ça permet d'avoir des informations supplémentaires sur les pages entreprises. Quelle évolution, par exemple, en termes de RH? Est-ce que ça recrute pas? Quel type de poste? Voilà. Mais dans l'ensemble, on peut faire beaucoup de choses en social selling avec un compte LinkedIn gratuit. Donc, tu nous conseillerais d'y aller ou pas sur du premium? Le premium, c'est pas obligatoire. Parce que ça coûte cher quand même. Pour une... Non, ça coûte le prix d'un abonnement à une box internet. Je ne sais plus combien ça coûte déjà. C'est entre 30 et 50 euros selon le type de compte premium. Il y a plusieurs types de comptes premium selon le nombre c'est ça, ouais. qu'on peut envoyer. L'offre LinkedIn est un peu opaque en la matière. Je vous propose d'avancer parce qu'on arrive presque au terme et il nous reste encore quelques slides. On va aborder un nouveau volet qui est le fait de faire connaître sa marque. Faire connaître sa marque, en fait, c'est sortir du cadre de ses contacts de premier ou de deuxième niveau, c'est de se rendre visible auprès de gens qui n'ont jamais entendu parler. Et pour ça, il y a un moyen très simple, c'est la publicité. La publicité est aujourd'hui à la portée de tous grâce à Internet. Vous n'avez plus besoin de mobiliser des montants colossaux pour faire de la télé, de la radio ou de la presse. Vous pouvez très bien organiser des campagnes qui vont vous coûter quelques centaines d'euros. Ici, je donne l'exemple d'une campagne qui a coûté un peu moins de 1 500 euros pour une entreprise qui cherchait à faire de la génération de leads auprès de grands comptes et de PME pendant une période qui s'est étalée à peu près sur 2 mois. On a les résultats, je suis complètement transparent en la matière. Vous voyez, pour 1 348 euros dépensés, on a généré 58 leads.
Okay, donc vous êtes à un peu plus de 20-25 euros de moyenne par lead en B2B. Ce qui n'est pas très très cher, c'est une entreprise du secteur de l'immobilier avec une offre particulière. Ça a relativement bien fonctionné. Alors comment ça se met en place ce type de campagne? C'est relativement simple, c'est à portée de tout le monde en réalité. Dès que vous avez un compte LinkedIn, premium ou pas, hein, un compte gratuit vous permet d'organiser des campagnes, eh bien vous basculez sur la partie gestion de campagne de LinkedIn, vous organisez votre campagne, là vous êtes relativement bien guidé, où LinkedIn vous demande est-ce que vous voulez faire de la génération de leads, du trafic vers le site web, augmenter l'audience de votre page ou l'engagement sur une publication. Vous demande d'indiquer le ciblage, donc quelle audience vous visez, quels sont les types d'entreprises, quels sont les types de profils, les types de postes, les tailles des entreprises, les pays, les langues, etc. Et ensuite, vous indiquez quel est le budget que vous êtes prêt à consacrer à la campagne. Est-ce que c'est 50 euros par jour, 100 euros par jour, pendant quelle durée? C'est très bien cadré. Et puis ensuite, vous laissez dérouler et bien entendu, vous vérifiez, vous suivez votre campagne pour vérifier que vous avez bien conçu votre campagne, que vous touchez bien votre cible. En général, on segmente sa cible en cloisonnant des communautés différentes de manière à voir avec quel secteur ça marche mieux. D'où ici, par exemple, l'idée de cloisonner en une campagne grand compte et une campagne PME pour voir sur des budgets assez similaires qu'est-ce que ça a donné. On voit qu'ici, c'est plutôt sur la campagne grand compte que ça a bien performé. Pour des montants à peu près similaires, 730 euros pour l'un, 615 euros pour l'autre, on a généré plus de 50% de leads en plus sur du grand compte. Donc c'est de l'analyse assez rapide. On aurait pu segmenter les grands comptes par secteur industriel, par exemple, pour voir ce que ça aurait pu donner. Donc je vous invite à vous intéresser à cette gestion de campagne. Vous retrouvez ce même type d'outils sur Facebook ou sur Twitter qui vous permettent à un moment donné de populariser une offre ou de vous rendre visible auprès de gens qui ne vous connaissent pas encore. Deuxième axe qu'on vous propose pour vous faire connaître de gens qui ne vous connaissent pas, vous appuyez sur les influenceurs. Alors, les influenceurs, on en parle beaucoup en B2C, les Instagrammeurs qui vendent leur profil, j'ai 300 000, 500 000, 2 millions de followers sur Instagram. C'est sympa, il y a beaucoup de fake en réalité. Si vous faites une analyse un peu poussée des followers de certains comptes, vous vous rendez compte que c'est pas toujours du vrai compte, c'est pas très très actif. Et puis il y a des influenceurs B2B, et je vous donne l'exemple d'un influenceur B2B que j'aime bien et avec qui j'ai travaillé durant les 15 dernières années, qui s'appelle Yann Gourvenec. Alors Yann Gourvenec, c'est l'exemple même de l'influenceur B2B dans un secteur particulier lié au marketing des technologies. Et un influenceur comme Yann Gourvenec expose idéalement les deux moyens de vous appuyer sur l'influenceur. Le premier moyen, c'est de vous appuyer sur son réseau. Un influenceur, normalement, a un bon réseau, un réseau qualifié. Le réseau de Yann, je le connais, je sais comment il a constitué, laborieusement, petit à petit, sur les 15 dernières années, il a 20 000 abonnés. C'est pas 200 000, c'est pas 500 000 abonnés. Je connais des directeurs marketing qui, en France, prétendaient avoir 500 000 abonnés sur Twitter en 2011 ou 2012. Vous creusiez, vous vous rendez compte que c'était du fake, c'était du faux abonné acheté. Les abonnés de Yann, ce sont de vrais abonnés. Ce sont des gens qui s'intéressent au sujet sur lequel ils communiquent, le marketing des hautes technologies. Et donc, via Yann, vous pouvez vous appuyer sur son réseau et le faire communiquer auprès de sa cible. Et puis, la deuxième manière de vous appuyer sur Yann, c'est de faire du post sponsorisé, donc de l'interview, du publié reportage sur le blog de Yann, qui ensuite est diffusé à des milliers d'abonnés sur sa newsletter, pas au travers du réseau social. Sylvie, je pense que toi aussi, tu fais appel à d'autres types d'influenceurs. Ouais. Alors, faut voir aussi qu'il y a effectivement des influenceurs qui vendent leurs services. Moi, on a un service dédié à ces gens-là. Donc, évidemment, on peut les pousser à intervenir, faire des interviews, leur demander de communiquer sur notre marque, sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien attirer l'attention d'un influenceur et surtout de la cible de cet influenceur. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai voulu tester justement ce fait-là. Donc, j'ai choisi un influenceur sur Twitter. J'ai regardé sur quoi il communiquait. Alors, lui, il avait 200 000 personnes, je crois, mondiales. Et ce que j'ai fait, à un moment donné, je suis tombée sur un sujet qui m'intéressait. Et qui était le sujet en fait de est-ce
est-ce que le digital va finalement nous faire perdre nos métiers, hein? À un moment donné, il y avait un gros débat comme quoi certaines fonctions allaient complètement disparaître à cause de la digitalisation de ces fonctions. Et donc, je pose une question en disant, mais est-ce que vous croyez vraiment que ça va se produire, ou est-ce que vous pensez comme moi qu'en fait, il y a des métiers effectivement qui vont se modifier, donc des types de métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont se recréer, mais finalement, tout le monde continuera à trouver un job. Et en fait, ce n'est pas l'influenceur tout de suite qui m'a répondu, mais c'est tous les gens qui le suivaient sur ce domaine-là. Et il y a eu un espèce de débat. Donc, il y a une cinquantaine de personnes qui ont commencé à tous donner leur avis, leur débat. Moi, je continue à répondre. Enfin, on a eu une conversation pendant toute la journée. Et le soir, cet influenceur me suivait. Donc, il y a des moyens simples d'attirer l'attention de certains influenceurs et de faire en sorte qu'ensuite, ils republient ce que vous partagez. Voilà. Donc, c'était la petite histoire pour illustrer ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous voulez qu'on aborde l'avant-dernière partie qui est se réinventer et s'adapter? Je sais qu'on touche à la fin. Oui. Question tout basique. Combien cela coûte de faire intervenir un influenceur? Alors, ça dépend de la notoriété de l'influenceur. Un influenceur qui a une très forte notoriété, ça peut vous coûter quelques milliers d'euros. Un influenceur en herbe qui souhaite devenir un influenceur, ça ne va pas vous coûter très cher. Quand tu dis milliers d'euros, c'est… Ça peut être 2 à 5 000 euros. Voire plus lorsque vous êtes sur le très haut de gamme. Mais en fait, c'est plus un influenceur, c'est une marque en tant que telle. Et ça peut rapporter gros, cela dit. C'est une loterie. C'est ce que vend l'influenceur. Moi, je ne suis pas un grand fan de ce type d'approche. J'ai plutôt tendance à privilégier le ventre mou de l'influence. Donc des gens qui ne sont pas forcément à vendre des audiences de plusieurs centaines de milliers ou de millions de… Peut-être faire une distinction aussi entre le côté influenceur en B2C et influenceur en B2B. C'est peut-être moins cher de faire du B2B justement que du B2C. B2C, bien entendu, ça sera toujours moins cher de… Et ouais. C'est pas la même démarche. B2C, bon, tout de suite, on cherche on un n'a peu pas le les mêmes côté… canaux et on n'a pas le même nombre d'influenceurs. Donc, la vraie question, c'est comment les trouver. Et pour ça, il faut cultiver son jardin et donc entretenir sa communauté d'influenceurs, les repérer. Ça se trouve. En général, vous les trouvez via leur blog ou via leur compte Twitter, si vous êtes en B2B. Et dans tous les domaines, vous avez des influenceurs dans la santé, vous avez des influenceurs dans la techno, vous en avez sur l'aéronautique. Ce sont des gens qui prennent la parole, qui sont en général des experts, pas forcément officiels, mais qui ont du contenu récurrent qui intéresse une audience spécialisée. Et parfois, ils ne vont pas vous coûter grand-chose, si ce n'est une invitation à venir découvrir des offres privilégiées. C'est pas forcément en termes de rémunération, mais c'est en termes d'avantages que vous leur procurez. Dites-vous que c'est gagnant-gagnant, puisque en fournissant de l'information privilégiée ou un peu en avance à votre influenceur, vous l'aidez à développer son audience. Donc c'est un deal gagnant-gagnant entre vous et l'influenceur. À vous de trouver celui qui aura l'intelligence de passer derrière la marque. Dernier point, un influenceur, ça ne se contrôle pas, donc ça ne se censure pas. Et vous pouvez tomber sur des influenceurs qui malheureusement ne vont pas dresser un portrait très élogieux de ce que vous faites. Ça arrive. Ne rentrez pas dans une guéguerre, même si c'est vous qui l'avez mobilisé. Un influenceur est censé dire la vérité auprès de son audience, sinon il n'est pas influenceur. Donc c'est un arbitrage à faire. Ce n'est pas de la presse et ce n'est pas de la publicité. Il y a encore une notion de libre arbitre associée à ce type de profil. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça exactement que ça marche. Je vous propose d'aborder la section sur se réinventer et s'adapter, parce que au travers de cette crise, on s'est rendu compte que finalement, ceux qui souffrent ou qui ont le plus souffert sont ceux qui étaient pris dans un carcan qui ne leur permettait pas d'imaginer de voie de sortie. Et je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est Benoît Raoult. Benoît dirige une agence de communication basée à Shanghai, c'est un de mes partenaires. Il a vécu la crise avec 2 mois d'avance sur nous. C'est-à-dire que la crise Covid, dès le début du mois de janvier, il en a vu l'impact chez eux avec le démarrage du confinement en Chine. Et pour lui, il y avait 3 choses à faire au début du confinement. La première, c'était de communiquer, c'est ce qu'on a abordé au tout début.
La seconde, c'était de gérer sa trésorerie, mais ça, je pense que chaque chef d'entreprise est concerné par ce sujet depuis plusieurs mois. Et puis la troisième, eh bien, c'est de se réinventer, donc d'imaginer de nouveaux produits, de nouvelles offres, de nouveaux marchés. Pourquoi? Eh bien parce que si vous êtes dans une situation difficile, dites-vous bien que vos clients aussi sont probablement dans une situation difficile, ou vos futurs nouveaux clients sont dans une situation difficile. Et Benoît, par exemple, a une idée toute simple. C'est qu'étant basé en Chine et faisant des réseaux sociaux en Chine, il sait comment communiquer sur les réseaux sociaux chinois. Et il s'est dit quelle va être la communauté d'entreprises qui va être le plus prise en difficulté vis-à-vis de sa clientèle chinoise. Ce n'est pas forcément le luxe, parce que le luxe, ils vont continuer à vendre et à faire de l'e-commerce en Chine, mais c'est une cible assez particulière, c'est la communauté des établissements d'enseignement supérieur. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de commerce ces dernières années ont joué la carte de la Chine, recrutant parfois jusqu'à une centaine d'étudiants chinois chaque année, qui, au travers d'études payées avec des moyens sonnants trébuchants, contribuent au développement de ces établissements. Et bien, lorsque vous vous êtes habitué à baser votre business model sur une centaine d'élèves qui payent 10 à 15 000 euros par an, si on vous dit que l'année prochaine, vous mettez une croix sur ces revenus, vous vous trouvez dans une situation difficile. Et donc, l'idée qu'a eu Benoît, c'est d'aborder très vite, très rapidement, vous voyez, c'est dès le mois de mars, ces établissements d'enseignement supérieur pour leur dire la situation n'est pas complètement compromise, mais il faut que vous preniez dès à présent les bonnes initiatives. Et ces bonnes initiatives, c'est de commencer à discuter, à dialoguer, à prendre la parole sur les réseaux sociaux en Chine pour expliquer aux étudiants chinois si et comment ils vont pouvoir continuer à venir étudier à l'étranger. Donc c'est maintenant qu'il faut tendre les perches. Et donc ils ont développé une offre sur mesure pour les établissements d'enseignement supérieur, pas uniquement en France d'ailleurs, hein, ils travaillent avec des Américains, avec des Canadiens, avec les pays où les étudiants chinois partent d'habitude. Et ça lui a permis de signer de nouveaux contrats et de nouvelles affaires. Donc là, je vous donne un exemple en B2B, je vais vous donner un exemple en B2C que j'aime beaucoup. C'est un commerçant boulonnais qui a ouvert une pizzeria quelques jours avant le début de la crise Covid. Ça s'appelle Il Sedici, c'est à la rue de Sillé à Boulogne. Et le malheureux a ouvert sa pizzeria et a dû la refermer au bout de quelques jours. Eh bien, il n'a pas été décontenancé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un truc très simple. Il s'est mis à communiquer tous azimuts sur le fait que pendant le confinement, eh bien, pour toute pizza commandée, et donc il a adapté son business, hein, on ne vient plus consommer la pizza chez lui, mais on peut la commander. Donc il est passé d'un restaurant à un établissement qui livre des repas. Pour toute pizza commandée, il y a une pizza offerte à l'établissement de santé juste à côté, donc l'hôpital Ambroise Paré. Et avec un suivi quotidien de où ils en sont sur les livraisons, un petit peu à la manière du gouvernement qui communiquait tous les soirs sur le nombre de malades et le nombre de décès. Voilà, c'est malin, il a conservé ses salariés, il a conservé son activité, il a pu rouvrir et développer sa notoriété pendant la période Covid. C'est quelqu'un qui a adapté sa structure pour traverser la crise. Et je pense que c'est ça l'un des points fondamentaux qu'on aborde ce matin, c'est que le digital doit vous permettre d'imaginer de nouveaux services pour vos clients qui ont de nouveaux problèmes. Vous avez des problèmes, mais vos clients aussi ont des problèmes. Quels sont ces problèmes? Et vos concurrents sont-ils en mesure et capables de résoudre ces problèmes? Et je suis prêt à parier que beaucoup de vos clients aujourd'hui ont de nouveaux problèmes qui ne sont pas couverts par vos concurrents. La difficulté, c'est de les trouver. Enfin, gardez en tête que pendant la période actuelle, l'e-commerce a connu un boom sur certains secteurs, et je pense à la grande distribution notamment, mais est entré en récession sur d'autres secteurs. Donc, méfiez-vous des conclusions hâtives qui seraient de dire l'e-commerce a explosé, c'est la panacée. Oui, c'est une option à envisager, surtout si vous êtes sur des métiers où vous pouvez livrer des produits. Mais il y a des secteurs, comme le tourisme ou le spectacle, qui, eux, e-commerce, avec ou sans e-commerce, sont rentrés en récession et ça va durer un certain temps. Il n'empêche que dans l'optique de refondre votre site web, et si vous êtes non pas dans la prestation de service, mais dans la vente de produits, c'est le moment de réfléchir à l'opportunité de développer, de tester la mise en place d'un e-commerce. On touche quasiment à la fin de cette session, on a un tout petit peu de retard.
je vous propose de finir avec le dernier slide et puis on va prendre les questions qui restent. Le digital a une caractéristique majeure, c'est que tout ce qui est fait peut être mesuré, puisque c'est du numérique. On peut associer les données qu'on collecte à des fichiers Excel et suivre l'évolution des mesures qu'on a prises. Eh bien, n'oubliez pas de monter votre tableau de bord, de le partager avec votre équipe et de mesurer ce qui est mesurable et ce qui a du sens. Du quanti et aussi du quali. N'oubliez pas de faire des études auprès de vos clients, de développer et de renforcer votre service support parce que vos clients ont besoin d'être assurés sur votre capacité à les servir et à les accompagner sur le long terme. Et normalement, je l'espère, tout devrait bien se passer. Merci beaucoup pour cette matinée. Très bien, merci à vous. Ouais, c'était riche, il y avait beaucoup de choses à dire. Alors c'est vrai qu'une heure 30 pour parler de là, c'est énorme. À la limite, c'est même compliqué parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné au départ, mais vous avez été nombreux à participer à ce webinaire, mais vraiment sur tous les secteurs d'activité. On a eu vraiment B2B, B2C, on a eu un groupe lunetier, on a eu une société, un gros groupe de comptabilité, on a eu de l'événementiel, on a eu enfin voilà, voyagiste. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, oui, clairement, qu'on soit dans le B2B, dans le B2C, c'est super important. Maintenant, écoutez, peut-être qu'il y a des personnes qui voudraient évoquer un cas personnel. Alors, je vais regarder un peu les questions. Hop. Sur le chat. Est-ce qu'il y a du nouveau? Ah oui, alors, c'est une fois terminé pour le diffuser. Oui, on a enregistré, hein, tout ce qui a été dit a été enregistré, donc on pourra vous envoyer, c'est ce que disait Sylvie, justement. On pourra vous envoyer le compte-rendu de ce webinaire avec à la fois le compte-rendu écrit, chat et vidéo, bien sûr. Donc, on vous l'enverra, on vous le diffusera. Je regarde. Ok. Allez-y encore, peut-être, on peut rester, nous. Hein, je veux dire, s'il y a des personnes qui veulent évoquer leur cas, une question très précise, on peut y répondre, c'est le moment. Pas non plus un peu plus de notre temps. Même par peut-être oral. On pourrait se permettre, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Oui, bien sûr. Ouais. Ouvrir, hein. Donc, si vous voulez lever la main, si vous voulez parler, on peut vous donner aussi l'occasion de prendre la main là-dessus, de discuter avec nous. Et peut-être que non. Faut voir. Moi, j'ai une question, par exemple, pour l'audience. C'est pourquoi vous êtes venu ce matin à ce webinaire? Vous en attendiez quoi? Alors, par chat, si vous voulez, vous pouvez me l'écrire. Non, pas de questions pour l'instant. C'est la limite. C'est vrai que nous, on a l'habitude de faire des événements. Et d'ailleurs, au départ, avec Hervé et Sylvie, on voulait faire l'événement. Mais bon, avec le Covid, ça n'a pas été possible. Alors, Denis répond des expériences concrètes. Ouais. Et Denis, donc, est-ce que ça a été suffisamment concret? C'est vrai qu'on a abordé pas mal de points. Ou est-ce qu'il y a d'autres Assez, ok. Et oui, bon. Merci. Bon, écoutez, nous sommes en permanence sur les réseaux, mais pas forcément avec efficacité. Oui. Peut-être un mantra, peut-être. Vous avez un mantra, vous, Sylvie, toi, ça a un mantra, Hervé, tu as un mantra sur les réseaux sociaux parce qu'on parle de Mantra, qu'est-ce perspective. qu'on entend par mantra? J'ai un mantra parce que. Ah oui, moi j'ai une tagline, c'est le monde se divise en trois. Ceux qui savent compter et les autres. Oui, parce qu'en fait, effectivement, on aborde les réseaux sociaux, l'important c'est d'y être, mais c'est pas forcément d'y être, c'est encore une fois Non, ça s'apprend. voilà, de prendre la parole à bon escient. Il y a des choses assez simples et qui paraissent assez évidentes, mais auxquelles on ne pense pas forcément.
Donc, et puis, il ne faut pas vouloir atteindre un objectif surdimensionné tout de suite. Ça se construit petit à petit. Les réseaux sociaux, on a l'impression que tout va très vite, mais en fait, tout se construit comme une petite boule de neige, petit à petit. Si j'ai un premier conseil en dehors de la stratégie d'entreprise qui est plutôt du domaine de Hervé, mais sur la présence personnelle de quelqu'un sur les réseaux pour être l'ambassadeur de sa marque, c'est de vraiment commencer par bien travailler son profil, bien travailler son branding et s'assurer que justement, ça n'est pas un CV qui est sur LinkedIn, mais plus une présentation de ce qu'on a envie de montrer à ses clients et ses futurs clients. Regardez ce que vous avez écrit. Est-ce que vous avez un résumé? Est-ce que vous avez quelque chose qui démontre ce que vous avez fait par le passé, qui vous présente, qui démontre ce que vous faites maintenant, ce que vous voulez obtenir? Faites parler vos clients aussi sur les réseaux. N'hésitez pas à les faire, à leur faire des petits textes sur leur collaboration avec vous. Ça peut servir de témoignage client. Enfin, c'est assez puissant. Et là, vous n'avez pas besoin de payer LinkedIn pour faire ça. Donc, racontez des histoires, apprenez à raconter des histoires sur les réseaux. Faites-vous un... Voilà, et c'est vrai qu'on peut vous aider à réfléchir là-dessus, bien sûr, parce qu'on a quand même pas mal d'expérience sur le sujet, mais moi, c'est ce que je fais en interne. Maintenant, je suis dans un groupe de plus de 1500 personnes que j'éduque tous les jours. J'ai aussi un gros programme d'accompagnement et de coaching de tous les execs dans mon entreprise, donc parce qu'il y a la communication des dirigeants aussi qui doit être encore... différente de la communication des employés. Enfin, il y a pas mal de subtilités, c'est pas naturel, c'est sûr que ça s'apprend. Oui, mettez vos caméras, qu'on vous voit. C'est une bonne idée pour ceux qui le veulent. Alors, sinon, on peut essayer de voir si je peux régler tous les micros. Pour aller chez moi. Pour vous donner la parole, n'hésitez pas. Par contre, il faut mentionner effectivement qui veut prendre la parole, si jamais il veut prendre la parole. Bon, de toute manière, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr a posteriori nous contacter. Vous avez l'adresse LinkedIn à la fin. Donc, n'hésitez pas. Vous voulez qu'on discute, qu'on parle d'un certain nombre de problématiques que vous avez. Et activer le micro de tout le monde. Voilà, si on vous... La dernière étape, si vous voulez parler. Voilà. Donc en fait, je disais, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais vous pouvez nous écrire. On peut se parler a posteriori. Bon. De toute manière, voilà, les adresses mail seront communiquées, vous aurez l'enregistrement et évidemment, vous pouvez nous contacter sans problème. Voilà, si vous avez des questions concrètes, Sylvie et Hervé pourront y répondre directement. Je pense que c'est mieux peut-être d'évoquer une question vraiment très par rapport au camp personnel, peut-être de le faire par moyen interposé. Donc, on vous remercie. Voilà, sachez que nous, en tout cas pour ma part, c'était mon premier webinaire. Voilà, j'ai l'habitude de faire pas mal d'événements et là, c'est vrai que le contexte a voulu que on passe sur des webinaires sur le second semestre. Le prochain aura lieu le 15 octobre. Ça sera sur la communication de crise avec un expert
Hervé Vipère, alors ça sera un peu différent. Là, on va vraiment, on a parlé des réseaux sociaux, mais comment prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et puis en 3-4 mots, on peut déraper. Voilà, on traitera de ce sujet-là, le SEO aussi, comment on améliore sa réputation. Et puis évidemment, aujourd'hui, le Covid qui fait qu'on est en contexte de crise permanente, donc comment on s'adapte, voilà, en mode dégradé. Je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt et je mets fin à ce webinaire. Merci Hervé, merci Sylvie.